Alors, suite de ce plateau TV en direct du Forum mondial 000 Convergence, toujours sur exclusion énergétique, comment agir très, très concrètement. Et on va continuer nos échanges avec Franck Anamayer de Sonergia. Alors, quelques mots sur Sonergia et en quoi les questions de la précarité énergétique vous concernent directement. Alors, déjà, merci à toutes et à tous pour l'invitation. Donc, quelques mots sur Sonergia. Donc, Sonergia, on s'est créé en 2009. On est, comme mon prédécesseur sur le plateau, Pierre-Marie Delliot, un délégataire au titre des certificats d'économie d'énergie. Et comme Pierre-Marie a très bien présenté le dispositif, je vais directement enchaîner sur les spécificités de Sonergia sur la précarité. Donc, déjà, sache, Gilles, qu'on est une des premières sociétés à mission de France et en tout cas la première société à mission des délégataires de C2E. Et à ce titre, un de nos 4 piliers, c'est la lutte contre la précarité énergétique. Après, deuxième distinction, si je puis dire, on est un partenaire historique de Solia, donc Solidarité pour l'habitat. À ce titre, on finance tous les jours des travaux pour des ménages en situation de précarité énergétique et on a coporté avec Solia 3 programmes C2E, dont 2 pour lutter contre la précarité énergétique, un en France métropolitaine et un en métropole. Et avec Solia, on est allé plus loin, on a financé un programme qui s'appelle BBC 100% solidaire. L'idée, c'est pour des ménages en situation de précarité énergétique de financer une rénovation globale BBC. On a financé à hauteur de 30 kg € et le message, c'était que voilà, pour tous les ménages, y compris pour les ménages en situation de précarité énergétique, c'est important de ne pas bâcler, de faire une rénovation de qualité et c'est ce qui nous a importé sur ce projet. En gros, l'idée, c'est de donner accès à ceux qui en ont plus besoin aux meilleures conditions pour habiter. Combien ça coûte un chantier? 30 000 €, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est ce qui manque par rapport aux autres financements publics? 30 000 € hors aide sur le chantier qu'on a aidé, c'est ce qui manque en effet par rapport, enfin quand on ajoute les certificats d'économie d'énergie, MaPrimeRénov' et quelques aides locales. Et sur un budget global de? Sur un budget global compris entre 50 et 60 000 €. Donc c'est une somme effectivement très importante. Clémentine Père, donc de Wavestone, très impliquée sur ces questions de transition énergétique de façon générale. Quelques mots sur Wavestone et pourquoi cet engagement aussi fort en mécénat de compétences, en précisant que depuis le début, depuis la création de l'association Stop Exclusion Énergétique, Wavestone nous accompagne et on a la chance de bénéficier de l'aide extrêmement dynamique et pertinente d'équipes très jeunes mais très très efficaces. Merci. Merci Gilles. Donc oui, Wavestone, on a un cabinet de conseil en transformation. Donc on accompagne des clients d'entreprise à se transformer. Et donc on est à peu près 4500 consultants pour donner un ordre de grandeur. Et alors pourquoi le mécénat c'est important? Déjà, ça fait partie des 5 engagements du plan stratégique de Wavestone, notamment d'être une entreprise citoyenne. Et dans ce cadre, on a décidé de passer 1% du temps de nos consultants en mécénat. Donc ça, c'est assez important. Et on le tient, cet objectif, puisqu'on a accompagné 50 associations différentes l'année dernière. On a 115 missions, 300 consultants impliqués. C'est à la fois un engagement citoyen de Wavestone et aussi un vecteur d'engagement de nos collaborateurs. Et pourquoi la précarité énergétique? Alors, moi, je fais partie d'une practice énergie. Ça fait 20 ans que je travaille dans l'énergie et que j'accompagne la transition énergétique. Et donc, c'était tout naturel de rapprocher ces 2 sujets parce que finalement, aujourd'hui, on se rend compte que la précarité énergétique est assez peu inclue comme sujet dans les problématiques de transition énergétique et pas assez. Historiquement, les énergéticiens étaient très concernés par la solidarité, la précarité énergétique, à cause des impayés, des coupures, de la trêve hivernale et puis de la partie progressive de réduction de puissance. Ils ont des engagements de solidarité, de l'organisation de solidarité pour aider au paiement des factures, etc. Mais c'est vraiment dans cette problématique de rénovation énergétique que la précarité énergétique n'était pas assez représentée. Donc on est absolument ravis évidemment d'accompagner Stop Exclusion sur ce sujet, cet enjeu majeur. Merci Thomas Kerting.
Alors, j'allais dire un vieux complice. Oui, tu étais là il y a 4 ans, le 5 septembre 89. C'était la première conférence sur l'exclusion énergétique. Donc, c'était aussi un 5 septembre. Et donc, toujours à défendre la question santé, qualité de l'air, parce que l'impact extrêmement important de la lutte contre l'exclusion énergétique, c'est d'abord la santé, y compris la question du risque, dont parlait Christophe Pauling tout à l'heure. L'essentiel est lié à la qualité de l'air. Et c'est vrai que quand on rénove le logement d'un grand précaire, c'est bon pour évidemment le climat, et c'est ce qui permet de le financer, mais c'est bon pour sa capacité à vivre en collectif, pour que les enfants aient des résultats scolaires, pour la confiance, pour le bien-être, etc. Mais le seul financement, ça vient de la transition énergétique. Pourquoi ça ne vient pas de la santé? Mais déjà, en quoi il y a un vrai problème de santé publique quand on est en précarité énergétique? Alors c'est tout à fait juste. Alors le 5 septembre, en général, je pense que c'est ton anniversaire, mais on finit par faire des conférences. J'en profite pour te le souhaiter. Non, effectivement, aujourd'hui, la FIMEA, qui est la filière, la Fédération interprofessionnelle des métiers de l'environnement atmosphérique, vise à ajouter le sujet air santé à la dominante climat-énergie. Donc en fait, ça se traduit évidemment en aménagement urbain, mais à l'intérieur, pour tout ce qui est habitat, pour tout ce qui est bâti, effectivement, il ne faut pas avoir le kilowattheure comme seul traceur. C'est éminemment essentiel, mais il faut pouvoir respirer son logement. C'est-à-dire que ça ne sert à rien d'avoir un bâtiment 100% efficient thermiquement qui rend malade ses occupants. Ça coûte beaucoup plus cher derrière et c'est peut-être pas fait sur une cohérence d'ensemble que nous, on appelle de nos voeux. Après, les entrepreneurs de FIMEA, c'est des entrepreneurs environnementaux et donc des entrepreneurs sociaux. Donc effectivement, dans tout ce qui est rénovation thermique alliée à la qualité de l'air, on s'intéresse à la précarité et c'est pour ça que depuis le début, on soutient l'initiative de Stop Exclusion et on en arrive à la logique de quadrature du cercle ou quadrature de l'ellipse du zéro. On aimerait bien qu'il y ait zéro pollution aussi parce que exclusion, carbone, pauvreté, en fait, on ne parle pas des polluants à effet sanitaire qui, s'ils sont oubliés, en fait, mettent la rénovation thermique à mal. Et j'entendais pendant la première partie de la conférence l'aspect budgétaire qui est éminemment essentiel. Et je me demande s'il n'y a pas des idées à trouver sur des mutualisations de budget de rénovation thermique et de santé, justement, pour atteindre ces objectifs globaux. Merci. On voit bien que c'est aussi à la fois une question de justice sociale, mais aussi transition énergétique, climat, écologie. Est-ce que donc 4000 consultants, ça doit faire beaucoup de clients, est-ce que les entreprises clientes, mais aussi ont conscience, sont vraiment dans l'action au croisement de cette justice sociale, donc des plus pauvres, et de l'écologie? Parce qu'on continue quand même à opposer les deux. Je dirais malheureusement, je n'en vois pas tant que ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'engagement RSE. On a fait un baromètre de l'engagement RSE des entreprises en 2003. Aujourd'hui, je veux dire, cette année en 2023. Et donc, il y a beaucoup d'engagement, mais sur la justice sociale, ces croisements justice sociale, transition écologique, il n'est pas très souvent fait. Et donc, c'est d'autant plus important qu'il y ait des associations comme la tienne qui viennent porter finalement ce regard et engager les entreprises dans cette vision-là. On a accompagné énormément via le mécénat d'actions autour de rénovation du parc immobilier, sur prise en compte, l'accompagnement la transformation digitale, par exemple, pour mieux accompagner, mieux cibler les populations. Mais voilà, ce mouvement des entreprises en termes de justice sociale et de transition écologique, moi aujourd'hui je ne le vois pas. Ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, dans les énergéticiens que j'accompagne, ils ont beaucoup de mal à faire leurs obligations de C2E précaires. On en parlait tout à l'heure, l'obligation C2E pour les énergéticiens. Aujourd'hui, ils ont du mal à la remplir. Ils ont une obligation de produire des C2E. Et ils se rendent compte que le reste à charge, il est tellement important avec l'inflation, avec la crise énergétique, etc., qu'il n'y a plus de travaux qui se lancent et qu'ils ont du mal à remplir leurs obligations. Et donc, on va avoir un mouvement qui va être plus important parce qu'ils ont besoin d'aller chercher et de remplir ces obligations. Et j'espère que ça va être l'opportunité finalement pour nous, pour vous, d'aller plus loin. Merci, je pense que Franck va compléter. Alors, on a quand même quelques problèmes. On a des petites entreprises artisanales ou semi-artisanales qui ne se portent pas très bien.
On a une vraie difficulté à trouver des artisans. On a des problèmes financiers, on a des problèmes d'accompagnement. Alors nous, on essaye et on agit au quotidien pour ça. Qu'est-ce qu'il faut pour toi maintenant pour accélérer vraiment ? Moi, je pense qu'il y a deux priorités. Il y a les problèmes que tu viens de citer, mais si on prend encore un peu plus de hauteur, je pense qu'on peut citer un problème majeur pour les professionnels et un problème majeur pour les ménages. Un problème majeur pour les professionnels, c'est obtenir de la visibilité et de la stabilité. On ne le sait peut-être pas encore, mais en septembre, le ministère prévoit une réforme complète des aides à la rénovation énergétique sous le doux nom de réforme des aides de l'ANA. Ça va vraiment révolutionner le financement de la rénovation énergétique et globalement on demande à l'ANA de faire 4 révolutions coperniciennes entre septembre 2023 et le 1er janvier 2024. Et si ça ne marche pas, ça va être un vrai stop à la rénovation des logements. Du coup, dans ces conditions, comment on peut demander à un professionnel d'investir, comment on peut demander à un professionnel de recruter ? Je crains qu'il y ait là, si les réformes de l'ANA, si l'ANA échoue dans ces réformes, je crains qu'il y ait un vrai stop à la rénovation énergétique. Ensuite, pour les particuliers, on parle beaucoup de financiers, mais j'ai beaucoup apprécié les interventions ici et puis juste avant. On parle aussi beaucoup de confiance. Madame Presson a dit qu'il n'y avait plus la confiance des ménages, je suis parfaitement d'accord. On parle d'accompagnement. L'État a pris cela en compte et c'est une des 4 révolutions coperniciennes que l'ANA doit mener. Ils doivent recruter 2000 mon accompagnateurs Rénov'. Voilà. Ceci dit, je ne crois pas une seule seconde que l'ANA pourra faire ça avant le 1er janvier 2024 et surtout, je ne crois pas une seule seconde que ces 2000 mon accompagnateurs Rénov', dont une grande partie vont être privés, vont être neutres et indépendants. Et s'ils ne sont pas neutres et indépendants, je crains que ce soit la solution négative pour définitivement dégoûter les ménages de la rénovation énergétique. Thomas Kerting, on vient de vivre un été difficile. Ça dépend pour certains. C'est des questions de point de vue l'été. Moi, je vis dans le sud-est. Ça a été extrêmement difficile. Les canicules se sont enchaînées. Ça génère aussi des problèmes de santé. Qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ça ? On est très inquiet. Moi. Je suis très inquiet, notamment de toutes ces personnes qui ont pu acheter des climatisations relativement bas de gamme et qui vont peut-être avoir des surprises sur leur note d'électricité, notant des réglementations. Mais au-delà, en quoi il y a un problème de santé et comment on peut le régler sur ce confort d'été ? Bon, il y a plusieurs raisons. Déjà, il y a une raison en amont de la santé, c'est qu'il y a une question de pollution. Quand il fait plus chaud, il y a des polluants qui se manifestent et qui ont un impact sur la santé, entre autres l'ozone, disons. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, il y a peu de prévention par rapport à ça. Et il y a peu de corrélation entre, en tout cas, tout ce qui est mortalité liée à la canicule et mortalité liée à la pollution de l'air qui déclenche des crises qui, en cas de forte chaleur, impliquent aussi les décès. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, il faut vraiment avoir cette volonté d'associer qualité de l'air et énergie dans le bâti, notamment pour les précaires. Pas seulement sur l'innovation. L'innovation, c'est merveilleux. Aujourd'hui, il y a une rupture technologique qui permet de mesurer la qualité de l'air intérieur, ce qui n'était pas le cas il y a 15 ans, à des prix accessibles. Donc on peut aujourd'hui envisager une standardisation de ces dispositifs. Et on pense, on en a parlé et je pense que c'est essentiel, la thématique de l'accompagnement. Je pense que c'est, et notamment au niveau des trophées des solutions de stop exclusion, on essaye d'accompagner, au-delà des travaux qui vont être réalisés chez les précaires, de les accompagner dans la gestion de leur énergie. Mais nous, on pense que la gestion de la santé les aidera à gérer le kilowattheure. Effectivement, on n'est pas très attiré par la problématique de gérer de manière comptable la facture énergétique, même si ça a un impact. En revanche, de regarder la santé, la santé par l'axe qualité de l'air de la chambre des enfants, qualité de l'air du ménage, du foyer, et ben ça peut donner envie de gérer derrière le kilowattheure et d'accélérer cette transition et d'avoir une vision un peu dynamique de la chose. J'ajouterais que alors c'est vrai pour cet été, mais c'est vrai aussi pour les périodes hivernales, c'est d'ajouter la performance énergétique et la qualité de l'air intérieur aussi dans les diagnostics. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, finalement, dans la loi Elan, rappelez-vous, un amendement avait été déposé, et il n'est pas obligatoire à ce stade, mais ça devrait quand même évoluer, déposé par Claire Pitola, députée des Bouches-du-Rhône, qui est aujourd'hui présidente du Conseil national de l'air, justement pour avoir cette valeur du bien envisagée d'un point de vue thermique, mais aussi d'un point de vue sanitaire.
Et donc, j'insiste beaucoup dans nos réunions de stop exclusion énergétique à dire stop exclusion énergétique et sanitaire, pour cette raison-là, et a fortiori lors d'épisodes de forte température à la hausse ou à la baisse. Merci à tous les trois. Je pense que c'est vraiment le grand sujet pour nous, c'est-à-dire que chacun a le droit puisse avoir accès à un logement qui protège, où on se sent bien et qui permet effectivement de se sentir en confiance. Et on voit les résultats très souvent sur le terrain de personnes qui étaient en grande difficulté de vie, de chômage, de résultats scolaires, et effectivement, juste après les travaux, se sentent beaucoup mieux et retrouvent une énergie et une intégration sociale. Merci. Je pensais que cet moment allait être un peu plus joyeux. On a été un peu peut-être sévère, mais je pense que la situation l'est. Et c'est pour ça que Stop Exclusion Énergétique, et encore merci à Convergence, à tête de nous recevoir. Nous sommes convaincus, c'est par l'action concrète qu'on va y arriver. C'est pour ça qu'on ne fait pas de plaidoyer, en dehors du fait d'organiser, de former et d'aller sur le terrain. Et c'est tout le sens des territoires zéro exclusion énergétique dont on parlait en introduction avec Bernard Saincy. Merci à tous. Merci.